Si jamais vous voulez reprogrammer le bagage génétique humain, il vous faut un système pour le livrer et rien ne fonctionne mieux qu'un virus. Vous avez subi des modifications très mineures à 2 différents chromosomes. Le côté vert, le côté physique, n'a subi qu'une augmentation de 1,5% de l'absorption de protéines mitochondriales. Mais avec ce 1,5%, vous voyez un accroissement immédiat des cellules et de leur tempo, de la capacité musculaire, de l'oxygénation. Et le côté bleu? L'intelligence, manifestement, mais c'est plus que ça. Régénération neurale, élasticité, fonction sensorielle, suppression de la douleur. C'est le plus important développement de ciblage génomique dans l'histoire de la science. What can you tell me about Treadstone? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Remembering everything doesn't mean you know everything. Aujourd'hui, on parle de la franchise Jason Bourne. You can kill, but you're not a killer. That's a distinction I happen to believe in more than you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Well, if you're going to reprogram human genetic material, you need a delivery system, and nothing works better than virus. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I want Bourne in a body bag by sundown. Bonne écoute. Bienvenue aux Philippines. Aujourd'hui, on parle de La peur dans la peau, l'héritage de Bourne, sorti en 2012 et réalisé par Tony Gilroy, avec Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Albert Finney, Joan Allen, Stacy Keach, Oscar Isaac et Scott Glenn. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on peut m'appeler aussi le bouffeur de péché. Alors, bienvenue au podcast dans la franchise Bourne. On est rendu au 5e et avant-dernier épisode dans toute la rétrospective. C'est une énorme franchise à avoir couvert au courant de toutes les dernières semaines. Comme j'ai mentionné au dernier podcast, c'est les plusieurs podcasts précédents. Il y a quand même plusieurs semaines là, qui se déroulent souvent entre chacun. Pas vraiment beaucoup avec celui-là ici, dans le fond, j'ai enregistré la semaine passée pour le dernier. Là, fait que le dernier est pas mal encore clair là, dans ma tête. Contrairement là, à tout comme qu'est-ce que j'ai fait puis j'ai parlé là, dans les premiers épisodes, fait que ça va être plus cohérent, mettons, avec qu'est-ce qui s'est passé là, les dernières semaines. Mais ça devrait être correct aussi pour le prochain podcast, car j'ai fini le livre de The Bourne Legacy. Et j'ai complété aussi le dernier livre. Là, j'ai eu le temps là, de le faire. Là, un peu plus de temps à mon travail. Puis j'ai pu écouter le dernier livre. Fait que il n'y aura pas de problème là, pour le prochain livre. Là, fait que aujourd'hui, c'est ça. On va parler là, du film The Bourne Legacy. La peur dans la peau, là, comme film. Mais aussi, on va parler là, du livre qui n'a absolument aucun rapport avec le film. Mais je vais quand même en parler, là, puis pouvoir comme vous guider là, vers l'univers de Bourne. Voir si, mettons, vous voulez continuer là, le côté littérature, si, mettons, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Si vous êtes mieux de prendre le côté là, de lire les livres de Robert Ludlum ou de peut-être sauter là, à l'univers là, de Eric Van Luster. Vous parlez de ça dans quelques minutes. Le film, on devait avoir le réalisateur du dernier film, Paul Greengrass, qui reprenne les rênes pour faire le 4e film. En tout cas, on l'avait approché, on avait commencé à écrire un script. Puis en même temps, Matt Damon était toujours attaché au projet là, pour pouvoir continuer là, dans la franchise. Sauf que, quelque part, Paul Greengrass n'était pas vraiment intéressé par qu'est-ce qu'il a lu. Là. Je sais pas si c'est exactement une réécriture du script qu'on a finalement. Le réalisateur, aujourd'hui, c'est l'écrivain là, des 3 premiers films. En tout cas, il était un petit peu moins impliqué là, dans le dernier film. Là. J'en ai parlé la semaine passée. Mais il était parti faire le film Michael Clayton. Je pense que c'est avec George Clooney, que j'ai jamais vu, mais il va avoir quand même beaucoup d'influence sur le film d'aujourd'hui, pareil, avec beaucoup là, l'équipe là, qui travaille souvent avec Tony Gilroy, qui vont être pas mal l'équipe qui vont substituer toute l'équipe là, de Paul Greengrass et de Matt Damon. Là, en tout cas,
tout le restant de la production qui n'était pas Tony Gilroy, ben c'est ça va être remplacé là, par sensiblement là, toute l'équipe là, de Michael Clayton aujourd'hui. Mais c'est ça, fait qu'éventuellement Paul Greengrass a sauté sur le projet. Il s'est dit, il est dans le sens qu'il est parti du projet. Matt Damon a suivi, lui dans le fond il veut faire le projet seulement avec Paul Greengrass. Et on a dû réécrire le script, mais comme je dis, est-ce que c'était vraiment comme un peu la base de l'idée, puis après ça on est parti juste réécrire pour un nouveau personnage. Bien sûr, pendant ce temps-là, l'auteur était décédé là, en 2001, bien avant, quelques années avant, l'année avant que le film de 2002 sorte. Mais il savait que le film avec Matt Damon allait voir le jour. Ça, c'était une partie, là, on en a parlé là, il y a quelques semaines. Mais entre-temps, le côté livre avait été mis en suspens là, depuis 1990, où le film, le livre de Ultimatum avait été écrit. Et on avait plus vu le personnage de Bourne n'existait plus vraiment le côté littéraire depuis ce temps-là. Ça leur donnait une chance un peu aux éditeurs avec aussi la popularité là, des films de faire renaître cette franchise-là côté littéraire et finalement, on a approché l'auteur là, Eric Van Luster. Je suis pas trop certain là, en tant que tel si c'est le côté juste l'éditeur ou c'est la famille ou l'héritage là, de Ludlum là, qui vont avoir endossé qu'est-ce que Eric Van Luster va avoir fait là, avec le personnage. Je vais en parler là, dans quelques minutes pour tasser ça du chemin, mais ça va être quand même un auteur qui va embarquer là, dans toute la franchise littéraire pour pas loin là, de 10 livres là, par la suite. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après la disparition de Jason Bourne, le monde de l'espionnage reste en alerte. L'agent Aaron Cross, un nouvel opératif du programme Outcome, est entraîné pour être plus rapide, plus fort et plus intelligent grâce à un cocktail de drogue et un entraînement intensif. Quand le programme est menacé d'extinction après l'explosion des opérations Bourne, Cross se retrouve pourchassé. Contraint de survivre sans ces substances améliorantes, il doit découvrir qui contrôle Outcome et comment échapper aux forces qui veulent le supprimer, tout en explorant les limites et ses capacités et sa propre identité. Fait que en bout de ligne, ce qu'on va faire, c'est un genre de soft reboot, dans le fond, là, essayer de faire un spin-off, là, mais essayer là, de faire carrément quelque chose d'autre, en restant dans l'univers, mais essayant là, d'élargir aussi, là, que tout soit pas refermé là, juste alentour là, du personnage de Bourne, mais essayer de jouer avec les conspirations, puis tout ce qu'on a joué là, dans les dernières semaines, c'est dans le fond, c'est des choses qui vont pas mal revenir, là, conspiration, bureaucratie gouvernementale, puis tout, dans le fond, qu'est-ce qu'on a parlé les dernières semaines, on va continuer à jouer là-dedans. Et aussi, là, je vais parler un peu du livre qui ont juste, dans le fond, pris le titre du livre. Là. Il n'y a absolument rien là, qui va suivre là, du livre. Fait que pour le livre, je vais vous lancer un synopsis là, en gros là, pour que vous puissiez comprendre un peu qu'est-ce que c'est le livre, mais après ça, je vais parler un peu de qu'est-ce qui finit là, avec l'univers là, de Eric Van Lustbader qui s'appelle, là, je l'ai nommé un petit peu, j'ai la misère à me rappeler comme son nom, là, mais en tout cas. Alors, après les événements de La Vengeance dans la peau, parenthèse, le livre de 1990 là, pour le film, Jason Bourne a quitté le monde de l'espionnage et vit désormais sous son véritable nom, David Webb, en tant que professeur linguistique à l'université de Georgetown. Sa vie paisible est bouleversée lorsqu'un assassin tente de le tuer, le forçant à reprendre son identité de Bourne. Il découvre que ses anciens amis, Alex Conklin et le docteur Maurice Panov, ont été assassinés. Et il est accusé à tort de ces meurtres. Pour prouver son innocence et échapper à la traque de la CIA,
Bourne se lance dans une mission à travers le monde de la France et de la Hongrie pour déjouer un complot terroriste mené par Stepan Spalko. Spalko prévoit de libérer une arme biologique lors de négociations de prêt à en tout cas quelque part en Islande, et utilisant ces terroristes comme diversion. Au cours de sa mission, Bourne découvre que Khan, un assassin qui le poursuit, est en réalité son fils Joshua Webb, qu'il croyait mort depuis la guerre du Vietnam. Après les confrontations et des révélations, Bourne et Khan parviennent à stopper le complot de Spalko, rétablissant ainsi l'honneur de Bourne et réconciliant père et fils. Fait que le livre, comme je mentionne là, depuis plusieurs semaines, là, c'est vraiment deux univers totalement différents, puis on s'inspire très légèrement. Là, en tout cas, je n'ai parlé dans les dernières semaines, mais là, le côté livre, ben, on continue l'histoire de Bourne, ce qui devrait être peut-être je me rappelle tellement pas du film qu'on va parler la semaine prochaine, qu'il y a peut-être des éléments qui vont avoir refait surface là, dans le film de Jason Bourne de 2016. J'ai vraiment aucune espèce d'idée. Mais c'est ça, le livre en tant que tel, ce qu'il fait, c'est que lui, avec un nouvel auteur, essaie de carrément enlever tout ce qui était Jason Bourne, qu'est-ce qui était devenu dans les derniers livres, et essaie de revenir pas mal à son essence. Le personnage de Marie est toujours vivante là, dans les livres, en tout cas dans ce livre-là particulièrement, mais elle est tassée là, vraiment au début, là, dans la première demi-heure, là, c'est fini, on n'entend plus parler. Elle est partie, je pense qu'il l'envoie carrément là, au Canada avec les enfants, puis ça finit là. Fait que Bourne est tout seul. Ça fait vraiment un changement de ton avec les trois derniers livres, où on était centré pareil avec son histoire, pas mal tout le temps en parallèle avec Bourne, qu'elle elle faisait des choses souvent là, pour essayer là, de retrouver Bourne, ou en tout cas échapper à de la CIA ou à d'autres conspirationnistes, ou en tout cas toutes sortes d'autres complots qu'il y avait au travers de ça. Là, on a comme juste le personnage là, de Bourne à se centrer dessus, à part quelques petits personnages qui apparaissent par-ci par-là. Les personnages de Conklin et de Panov qui avaient pris quand même beaucoup de place aussi sur les deux derniers livres. Conklin était là beaucoup dans le premier livre. Ils se font tuer tout de suite en partant. Le livre commence, puis ils sont déjà morts. Dans le fond, là, Bourne va les retrouver là, par la suite de ça. Puis que ça fait aussi qu'on va comme arriver vraiment tomber à l'essence du personnage de Bourne et lui donner une mission que finalement, quelque chose qui n'avait pas vraiment été exploré là, de son passé là, avec au Vietnam, pendant qu'il était le personnage de Delta, et avant qu'il soit Delta, mais en bout de ligne où il y avait comme sa première famille qu'il avait eu, et pourquoi il est devenu Jason Bourne par la suite, parce que sa famille avait été assassinée. Et c'est ça, quelque part, éventuellement, on va découvrir qu'il y a un garçon, il y avait un garçon à l'époque et qui avait été porté pour mort, et que finalement, il était encore vivant, et que lui aussi, comme par hasard, c'est un assassin, fait qu'il va croiser le chemin là, de David Webb. Fait que dans tout ça, honnêtement, j'ai vraiment mieux aimé là, toute mon écoute là, comparativement à toute l'histoire là, de la vengeance dans la peau, là, probablement un des pires livres que j'ai lu, ou quelque chose de même, qui était juste trop long, tout simplement, qu'on aurait pu vraiment là, éditer le livre, et qu'il aurait été beaucoup moins il aurait été meilleur dans le fond là, pour son édition. Et ce que Van Luster ou Lustbader essaie de faire là, en bout de ligne, c'est d'aller vraiment à l'essence, et ça va bien en tant que tel là, j'ai pas détesté du tout la manière qu'on a faite. Je vais pas lire les suites, ça c'est certain, mais au moins je suis content d'avoir fait l'expérience, d'avoir lu d'avoir écouté en version audio le livre, de savoir un peu qu'est-ce que l'univers va partir. J'ai fait pareil avec les James Bond, juste pour voir un peu dans quelle manière qu'on partait. Je crois que j'aime mieux l'expérience avec les Bourne
pour partir là, dans cette manière-là. Mais tu sais, c'est un peu l'inverse. Où ce que Robert Ludlum, l'auteur original, j'ai commencé à être fatigué là, de son travail qui était juste trop gigantesque pour un livre, tandis que Ian Fleming, qui écrit les James Bond, était capable de faire des histoires assez condensées, et il y avait un début, un milieu, une fin, et beaucoup en dedans là, de genre 7-8 heures, puis c'est parfait, tu sais, ça s'écoute bien, puis il n'y a pas trop de redondance, ce qui était vraiment un problème là, de Robert Ludlum, surtout dans le troisième tome. Fait que Lost Batter, lui, va réussir à corriger beaucoup de ça. Tu sais, à quelque part, il va jouer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Son style d'écriture est carrément différent, que j'ai pas détesté non plus. Fait que, tu sais, dans sa globalité, c'était une belle expérience. Comme j'ai dit, en bout de ligne, c'était plus une curiosité. Fait que je suis quand même content de ça. Ce qui est plate là-dedans, c'est que je me sens pas dans le même univers de Bourne, c'est ça l'affaire aussi. Pour peut-être compléter, c'est correct en bout de ligne, mais tu sais, je crois que j'ai arrêté au bon moment. À partir du livre qui a suivi, là, Betrayal, ben, il va s'arranger pour faire l'ultime chose que je pensais pas qu'il y allait. Ben, je savais que ça allait arriver, mais de cette manière-là, je m'attendais vraiment pas à ça. Le personnage de Marie va mourir, mais pas à l'écran, ben, dans les pages. Elle va mourir entre les deux livres. Le cinquième livre, techniquement, va ouvrir et elle est déjà morte. Elle est morte d'une pneumonie entre les deux livres. Et, tu sais, à quelque part, je trouve que ça manque un peu d'idées. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'il voulait la tasser de l'histoire, mais c'est comme ça, par la suite, ben, est-ce que ça va transformer Bourne en con? Parce qu'en bout de ligne, il va envoyer ses enfants chez leur oncle et ça va finir là. Fait que c'est sûr que ce que Lost Batter essayait aussi de faire, c'est juste vraiment revenir au personnage de Bourne. Ça, c'est clair, comme j'ai mentionné, mais en même temps, ben, carrément là, de juste... il y a le côté moral, OK, bon, ben, il s'occupe plus de ses affaires, des affaires de même, il va devenir tranquillement là, dans toute la franchise là, beaucoup plus... il va avoir écrit 11 livres, là, je revérifie là, entre la pause là, des segments. Là. Il va avoir 11 livres dans le fond. Là. Il y a un 12e qui était planifié, et The Bourne Nemesis, et qui n'a jamais vu le jour, là, dans le fond. Puis c'est un peu le problème, je crois, là, de toute l'ère de Lost Batter, c'est que à 2004, on a commencé un livre, on a fait un livre, et après ça, 2005, 2006, 2007, c'est parti en furie pour 11 livres en ligne. Fait que, à quelque part, ben, les livres deviennent de plus en plus courts, puis, tu sais, c'est sûr, je les ai pas lus. Les critiques sont quand même assez bien. Mais pas, tu sais, c'est pas la même affaire, c'est pas le même univers, c'est quelque chose où ce qu'on a transformé Bourne. Dans le cinquième livre, il y a 51 ans, le troisième livre, excusez, le dernier de Ludlum, dans le fond, il est écrit dans les années 80, puis on ressent quand même son âge. Il y a beaucoup là, de thématiques qui passent là, sur ce côté qui a vieilli, puis des affaires de même. Tandis que dans l'univers de Lost Batter, ben, on va avoir un Bourne qui a rajeuni, tu sais, à quelque part. Je comprends que ils veulent le mettre au goût du jour, puis surtout, peut-être avec le succès des films, c'est ça qu'ils veulent faire et à rapporter un peu cet univers-là. Sauf que il y a une déconnexion totale avec l'univers là, qu'on a créé là, dans les 3 premiers livres. Fait que c'est une belle curiosité. J'ai bien aimé ça. J'ai aimé mieux ça que le dernier livre là, de Robert Ludlum. Peut-être que j'aurais éventuellement, si je réécoute la trilogie là, de Jason Bourne, ben je vais sauter carrément là, le dernier livre là, de Ludlum, et peut-être que je vais fermer avec le livre d'aujourd'hui, qui pourrait être quand même une bonne clôture sur la totale. C'est sûr que c'est plate d'avoir tué le personnage là, d'Alex Conklin
aussi, qui est un autre allié là, principal, là, qui était un personnage qui gardait un peu... c'est un peu le Felix Leiter, mettons, de Jason Bourne, qui a toujours un peu un pied là, dans la CIA, puis en tout cas des affaires de même, puis ça a embarqué un peu la conspiration plutôt. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste de le faire comme un personnage seul, puis à quelque part, par la suite, ils vont trouver une manière, là, toujours une nouvelle conspiration, un nouvel assassin courir, des affaires de même. Là. Puis en tout cas, je trouve que juste avoir tué les personnages qui étaient comme redondants quand même déjà là, enlève un côté il n'y a plus d'attachement dans l'univers, puis on sait que Bourne ne va pas mourir d'ici la fin du livre. Fait que peu importe, tous les personnages qu'on va introduire, on va pas y tenir, parce que lui, dans le fond, il n'a pas tenu sur les personnages qu'on connaissait déjà. Tuer Marie, c'était pas nécessairement une mauvaise affaire non plus, je veux juste finir là-dessus, que le personnage de Marie, dans les livres, je l'apprécie beaucoup là, dans la version là, de Matt Damon, là, joué par Franca Potente, mais dans les livres, c'est vraiment une totale autre histoire et elle devient un petit peu agaçante. C'est pas une mauvaise affaire, je dirais, pour le lecteur, mais... à quelque part, ça reste un personnage qu'on a établi dans cet univers-là et que, c'est ça. C'était clair que Robert Ludlum aussi savait pas quoi vraiment faire avec ce personnage-là. Puis, à quelque part, peut-être que Lost Batter aussi s'est dit, il sait pas quoi faire, fait que je vais m'en débarrasser définitif. Mais... comme qu'on va voir par la suite ou n'importe quoi là, dans n'importe quel univers, des fois on peut transformer quelque chose qui peut être irritant dans une version et après ça, comme un peu réécrire le personnage et le transformer et qu'il soit quelque chose de très positif. Puis c'est quelque chose que Lost Batter aurait pu faire au lieu de tuer le personnage, mais en tant que tel, il voulait faire un total reboot et c'est ce que ça a donné. Pour le mieux et pour le pire. Là, en tout cas, on va parler là, la semaine prochaine là, de Brian Freeman qui va avoir pris les rênes de Lost Batter, mais c'est ça que je vais parler dans le fond. Est-ce qu'il va avoir continué à partir de Robert Ludlum ou à partir de Lost Batter? C'est ce qu'on va parler la semaine prochaine là-dessus. Alors, après tout cet écartèlement dans une autre direction, carrément, là, dans la version livre, on revient à la version film que je ne pense pas avoir vu au cinéma. Honnêtement, je crois pas, là, en 2012, que j'ai réussi. Là, honnêtement, je pense pas avoir vu grand film au cinéma. Là. J'ai vu un autre film là, qui était avec Jeremy Renner là, la même année, là, le film de Avengers, qu'on a déjà parlé au podcast. Mais c'est un des rares films que j'ai vu, je pense, au cinéma cette année-là. En tout cas, il y a des films que où ce que j'habitais à cette époque-là, je me rappelle plus d'avoir vu ces films-là une fois qu'ils étaient rendus à la maison, mais bon, incluant celui-là ici. Fait que le film en bout de ligne, je l'ai réécouté peut-être 2 ou 3 fois par la suite. Je l'ai écouté dans le fond, je pense que je l'ai écouté tout seul. Après ça, je l'ai écouté avec ma conjointe et après ça, je l'ai écouté une dernière fois là, pour écouter le film qu'on va parler la semaine prochaine et je l'ai pas revu depuis ce temps-là. Fait que le film commence carrément avec un plan pour nous resituer dans l'univers où on va voir le personnage là, de Jeremy Renner qui s'appelle Aaron Cross dans le film aujourd'hui, qui est dans l'eau, qui fait vraiment là, qui va nous rappeler là, le Jason Bourne qui est dans l'eau. Dans le fond, là, dans toutes les itérations de ces personnages-là de Bourne, dans toutes les versions qu'on a vues, la version de 88 ou la version de 2002, ou à la fin du dernier film, on avait le personnage dans l'eau, pas mal le même angle, tu sais. C'est comme un élément visuel récurrent. Et c'est toujours un peu, on part de l'eau et après ça on fait l'histoire. Là, c'est comme une renaissance peut-être, mais
à notre grande surprise, ben c'est pas Matt Damon qui va sortir de l'eau. Est-ce que ça va être Bourne ou pas Bourne? Il y a beaucoup de questionnements à comprendre là, tout de suite au départ. Ça va prendre quand même un bon petit bout là, pour essayer de comprendre, quelques minutes là, pour comprendre que c'est pas Jason Bourne qui est là ou qui n'a pas eu de recast à rien. Là, c'est Jeremy Renner qui va, comme j'ai mentionné, le personnage de Aaron Cross, qui avait un autre nom avant. Là, il s'appelait là, le général Kenneth J. Ketchum, que lui, il n'a pas perdu sa mémoire. En tout cas, on fait un personnage totalement différent du personnage de Jason Bourne, qui, lui, il va faire partie là, du projet Outcome. C'est quelque chose là, qu'on va parler là, dans tout l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que Jason Bourne, lui, avait eu des suppléments? Là? Parce que ce qu'on va comprendre, c'est que le personnage d'Aaron Cross, lui, va prendre des pilules pour comme l'augmenter. Bourne ne prenait pas de pilules, fait que lui, il était pas augmenté, je crois bien. Mais honnêtement, je pense que Bourne était plus intelligent que Aaron Cross déjà au départ. Là. C'est sans méchanceté. Parce que ce qu'on va comprendre aussi pendant tout le film, c'est que son QI n'est pas assez élevé. Puis une des pilules qu'il prend, c'est pour augmenter son QI de 12 points. Mais en bout de ligne, si mettons, il n'était pas assez élevé, il fait juste l'augmenter de 12 points pour être en guillemets dans la normalité. C'est juste qu'il va comme tomber normal, peut-être pas un surdoué. Fait que, c'est comme un peu... puis ils vont jouer vraiment un petit peu ambigu avec ça. Qu'est-ce que ça fait vraiment? Puis qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est... Y est-tu juste quelqu'un qui manquait un petit peu des facultés, mettons, puis qu'il est juste comme... augmenté, mais pour être un standard normal, c'est une possibilité. Mais ils vont pas vraiment jouer beaucoup avec ça. Il y a le côté aussi là, qui peut plus se régénérer un peu. C'est pas Wolverine non plus. Si maintenant il va manger une balle, il pourrait mourir pareil, mais qu'il va cicatriser rapidement, puis qu'en bout de ligne, il est augmenté quand même physiquement. Mais tu sais, pas dans un sens... exagéré. C'est pas un Avenger rendu là. Je veux dire, il est quand même juste avec un petit peu plus, mais c'est ça qui est un peu le danger dans le film aujourd'hui, de est-ce qu'il peut être trop. Puis ils vont quand même jouer assez des moments marquants. Éventuellement, il y a une scène supprimée où il se fait arrêter par la police et est-ce qu'il va se combattre la police ou qu'il va essayer là, de déjouer la police d'un côté, juste en parlant avec le policier. Là. Dans le fond, il se fait arrêter pour un genre d'excès de vitesse. Côté Bourne, probablement que Bourne, si maintenant il aurait senti quelque chose d'un petit peu qui l'aurait mis en danger, probablement qu'il aurait attaqué le policier. Il joue avec ça. Là. Dans le fond, c'est dans les scènes supprimées là, qu'ils vont faire ça. Là. Il y a quelques petites affaires que je vais parler dans les scènes supprimées là, du film. Mais dans le fond, c'est vraiment pour démarquer les deux personnages. Puis c'est correct à quelque part, je trouve que il y a une... on n'a pas comme des fois on se dit ils ont un autre personnage, mais il est autant il a comme les mêmes caractéristiques que notre personnage principal qu'on avait avant. Fait que ça diminue le personnage qu'on avait avant. Là, aujourd'hui, on va partir dans une direction différente. C'est tout simplement qu'on va jouer dans le même univers. On va même nous montrer là, assez rapidement qu'on est dans le même univers, qu'on est à la fin du troisième film, dans le fond. On est comme tout dans la même année. Là, le deuxième, troisième film, là, tout se passe là, en dedans là, de quelques semaines. Mais là-dedans, le personnage Aaron Cross, c'est ça. À quelque part, lui est envoyé là, c'est en Alaska, c'est filmé en Colombie-Britannique. Je comprends pas exactement qu'est-ce qu'il est supposé faire. Là. Il est supposé de juste aller vérifier un territoire. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait là. Finalement, il va croiser un autre personnage, là, un autre qui fait partie du même projet que lui. Ils vont l'appeler là, le Outcome numéro 3. Là, il est joué là, par Oscar Isaac. Oscar Isaac a passé vraiment proche d'être le Bourne d'aujourd'hui, là, de le personnage là, de Aaron Cross. Ça a passé très proche d'être lui. Je la gardais, c'est ça, dans sa performance. Est-ce que j'aurais vu le film avec Oscar Isaac? Je crois que ça aurait été une bonne possibilité aussi. Je pense qu'on aurait pu avoir un film là,
avec Oscar Isaac. Oscar Isaac, je veux dire, c'était une star montante à ce moment-là. C'est pas toujours la grande star, mais je crois que on a parlé une couple de fois au podcast, dans Star Wars, dans le film de Ex Machina aussi. On a parlé là, il y a quelques semaines aussi là, dans le film là, de Annihilation. Fait que, tu sais, c'est un acteur quand même que j'aime ça voir. Puis le voir, honnêtement, je m'attendais vraiment pas à le voir là, dans cette rétrospective-là. C'est quand même une bonne surprise. Puis qui est vraiment limité dans le film aujourd'hui. C'est encore plus quelque chose que je suis surpris, mais c'est beaucoup qu'est-ce qui va arriver par la suite là, qui va le mettre là, qui va le faire reconnaître. Puis même il a joué dans un des X-Men aussi là, que dans le fond là, il n'est pas utilisé du tout là, à son potentiel, mais ça c'est une autre affaire qu'on a parlé là, vraiment au début du podcast. Fait que ils vont se croiser là, dans une cabine carrément là, où il y a du stockage là, pour les pilules. Le personnage là, de Iron Cross, lui, je sais pas exactement pourquoi qu'il va comme cacher ses pilules pour en avoir en supplément ou quelque chose de même. Dans le fond, il est-tu un peu il veut juste être sûr d'être capable de pas en manquer des affaires de même. En tout cas, je sais pas exactement pourquoi qu'il les cache. C'est quelque chose qui est jamais vraiment révélé. Il y a quand même une couple d'affaires pendant tout le film là, qu'on comprend pas tout à fait là, le côté là, de. Que c'est pas vraiment expliqué qu'est-ce qu'il y avait à faire avec ça, pourquoi qu'on a fait des sauts, de ces choix-là de scénaristiques. Mais en même temps, il veut comme peut-être tester le personnage là, de Isaac. Là, peut-être, là, je vais l'appeler Isaac là, au lieu de numéro 3. Là. Dans le fond, lui, il prend 2 pilules, une pilule bleue, une pilule verte. Il y en a une que c'est ça, il va l'augmenter physiquement, puis l'autre, ce que je peux comprendre, c'est le côté le neurologique. Il y en a un qui éventuellement, on va comprendre qui est permanent chez lui, puis l'autre, ça va être le dernier acte du film là, qui va être là pour que ça soit permanent aussi, qui aurait pu prendre de pilules. Mais c'est ça, on sait pas ça au moment où on est là. Il y a, dans le fond, là, je sais pas si c'est un genre d'initiation qu'il y a là, à cette cabine-là, parce qu'on va comprendre que Jason Bourne a déjà passé là, par cette cabane-là. Fait que, tu sais, là, on est comme une autre branche. On n'est pas dans Treadstone, on n'est pas dans Blackbriar, on est dans le projet Outcome. Fait que, en tout cas, c'est peut-être un genre d'entraînement, puis c'est une nouvelle évolution après Blackbriar, mais en concurrence avec Blackbriar, peut-être. Puis quelque part là, ils vont Jason Bourne s'est ramassé là, mais tu sais, ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens, peut-être pas, mais c'est comme j'ai dit, c'est peut-être juste une initiation à cette partie-là pour former les candidats, peut-être pas là. En tout cas, c'est pas très clair là, mais en même temps, si on veut vraiment nous rappeler là, qu'on est dans cet univers-là, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a trop de ça là, dans la première partie, ou est-ce que dans le fond on va comprendre tout de suite qu'on est en même temps là, avec la deuxième moitié du dernier film? Dans le fond, on part carrément là, avec des scènes supprimées là, du personnage là, le journaliste du dernier film, là, Simon Ross, qui va se faire tuer aussi là, dans la station de métro. C'est toutes des scènes supprimées dans le fond là, ou des scènes réutilisées du dernier film pour pouvoir juste nous replacer en contexte. On va voir, je vais appeler ça un caméo dans le fond là, de Scott Glenn qui faisait le personnage de Kramer la semaine passée, qui est toujours là, dans la CIA, puis que finalement lui dans le fond il est là pour quasiment passer le bâton pour dire qu'il sera pas là dans le film aujourd'hui, que sans méchanceté, je crois qu'il a vieilli beaucoup, M. Glenn, entre les deux films. Là, on est quand même 5 ans après le dernier film. Là, on n'est pas... les derniers films avaient été faits là, assez rapidement entre les films. Là, c'était quelque chose comme 2 ans ou 3 ans. Mais là, on a 5 ans quand même. Là, fait que ça peut paraître pour certains acteurs là, vieillissants. Là. Mais c'est là qu'on va être introduit aussi là, à l'amiral Turso, qui est joué là, par Stacy Keach. Lui, Stacy Keach, le problème là, avec... j'ai pas vraiment de problème avec lui personnellement ou spécifiquement. C'est le problème, c'est que au dernier film, on avait Albert Hirsch, en tout cas, ce personnage-là, qui va réapparaître aussi, là, toujours joué là, par Albert Finney. Il va apparaître
dans une scène pour le film, puis dans le fond aussi, il y a une scène supprimée qu'il avait fait aussi, là, que dans le fond, on va nous le dire, qu'est-ce qui se passe dans la scène supprimée un peu plus tard dans le film. Là. Mais mon problème que j'ai avec Stacy Keach, Albert Finney, puis Brian Cox, qu'on avait dans les 2 premiers films, c'est qu'ils sont très similaires et que bon, on comprend que c'est le dirigeant de CEO ou l'ancien... en tout cas, c'est un haut placé à quelque part que finalement qui est dans la bureaucratie, la conspiration à quelque part, puis qui est là pour essayer là, de juste comme sauver les meubles, des affaires de même, là, ou plutôt de se protéger, qui était le Brian Cox, qui peut-être à un certain moment Albert Hitch aussi, mais que lui, ce qu'on peut comprendre avec même la fin du dernier film, c'est que quelque part il fait la paix avec ça et que lui, ben ces documents-là doivent voir le jour. Et le personnage de Turso, ben est là pour pas mal. Je sais pas pour. C'est plus peut-être une présence qu'on essaie de faire parce que là, on n'a plus Matt Damon. Ça, c'est quelque chose qui est énorme pour la franchise. On a perdu notre héros là, de la franchise. Et à quelque part, ben, il faut entourer. Là, on va avoir aussi là, Eric Bayer qui est joué là, par Edward Norton. Edward Norton, j'en ai parlé vraiment une couple de... ben peut-être trop, ou je veux vraiment pas dire pas assez. Là. C'est sûr qu'il y a d'autres films que je veux parler quand même avec Edward Norton éventuellement. Mais Edward Norton, je veux dire... On va parler tant qu'à ça rapidement. On dirait que cette franchise-là aime bien la franchise d'Hannibal parce que lui, dans le fond, il a joué dans Dragon Rouge. Brian Cox qui avait fait le premier Hannibal. On a Joan Allen qui va revenir dans le film aujourd'hui, là, mais à la toute fin, qui avait joué dans le film d'Hannibal. Puis c'est ça, tu sais, c'est... Il y a plusieurs personnes qui ont joué. Il y a Scott Glenn aussi qui avait joué qui faisait le patron là, de Clarisse dans Le Silence des Agneaux. Fait que, tu sais, il aime bien, on dirait, avoir des personnages clés qui viennent de cet univers-là. Mais c'est ça, c'est comme on veut compenser, je pense, pour le manque de Matt Damon. Fait qu'on met du monde à l'écran, c'est vraiment, là, on se sert de ça, on met plein de personnages pour essayer là, d'embourber, puis je pense que ça va... écarter le regard un peu sur le film au total. Là. Éventuellement, là, tout dans CIA, on va avoir le Turso, on va avoir Bayer, on va avoir le personnage de Terrence Ward aussi, puis on va en avoir 4-5 aussi avec eux autres. C'est comme il y a trop de personnages rendus là, juste dans le bureau, puis on comprend qu'ils veulent juste comme cacher... tout le Treadstone ou Blackbriar, en tout cas de cacher tout ça, cette conspiration-là, avoir trop de personnages, ben ça surcharge le film. Mais c'est comme tout le côté que j'aime pas. Honnêtement, là, ils veulent prendre à peu près 20 minutes pour nous réintroduire, pour nous dire qu'on est concurrentiel avec le dernier film. Puis, je trouve que ça fait un handicap au film. Il y a beaucoup de ça. C'est comme juste trop avoir de liens. Il y a beaucoup de bureaucratie. On parle. Il n'y a pas d'action. C'est juste comme un peu tout... c'est peut-être qu'on se dit... où le réalisateur se dit, bon, ben, on a voulu... en mettant Matt Damon, mais en archive ou en mettant des photos, ben, peut-être que le monde sont un peu excités là, de tomber dans cet univers-là. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vois ça, je crois bien. Mais il se passe à rien en bout de ligne. On a Aaron Cross qui est là dans les montagnes en Colombie-Britannique en train là, de faire de l'escalade un peu partout. Il y a des loups qui viennent l'attaquer. Il y a toutes sortes d'affaires de même, mais en bout de ligne, il se passe vraiment rien. En bout de ligne, il est juste en train de se rendre, aller voir Oscar Isaac, puis après ça, il y a une discussion. Côté acteur, je suis comme curieux de savoir qu'est-ce que ça aurait pu donner avec Isaac. J'aime les scènes. J'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, dans le fond de ma tête, je me dis, on est dans un film d'action et il ne se passe rien. Puis c'est juste la bureaucratie. Puis je comprends que c'est un côté fort qu'on a eu beaucoup là, dans la franchise. Tout le temps, le côté d'avoir de la conspiration, des affaires de même. Puis que là, on veut étouffer un peu ce qui s'est passé à la fin du dernier film, tout ça. Ça, je comprends ça, OK.
mais à quelque part, essayer de mettre ça entraînant. Le problème, ça va être un très gros problème que je vais avoir avec le film d'aujourd'hui. Puis je suis pas en train de donner le film, sauf que j'ai un problème avec le côté de l'édition du film. J'ai parlé de l'édition du film, puis je sais pas si c'est une manière que je m'étais programmé il y a à peu près 7-8 ans, la dernière fois que j'ai vu le film aujourd'hui, mais c'est le côté édition du film. On prend trop de temps, puis même on va retomber dans la redondance souvent. C'est le film de Jason Bourne le plus long qu'on va parler aujourd'hui, mis à part la télésérie ou la mini-série de 1988. Le film aujourd'hui est à peu près 2h15 et facilement on aurait pu couper 20-25 minutes juste de redondage, puis de séquences de juste comme il y a un bout là, ils vont être dans l'aéroport et puis ils vont s'en aller aux Philippines. Au total, c'est une séquence de 15 minutes pour se rendre aux Philippines, puis il se passe à rien à part la CIA qui sont en train de savoir où est-ce que Cross et le personnage de Shearing sont. Je vais arriver à Rachel Weisz bientôt, là, mais il y a beaucoup. La CIA est en train de chercher partout où ils sont. Éventuellement, ils vont se ramasser à l'aéroport, vont voir qu'ils ont traversé. Pendant ce temps-là, Cross est en train de faire des faux passeports. Il y a beaucoup d'affaires de même, mais ça prend 15 minutes, puis un petit peu plus, je pense que c'est genre 18 minutes pour que finalement ils se rendent aux Philippines puis qu'il se passe peut-être quelque chose parce que là ils arrivent à un garde à la sécurité puis qu'après ça ils doivent trouver un argument pour pouvoir rentrer dans les laboratoires, puis tu sais il y a pas vraiment un peu de relation qui se passe entre les deux personnages, mais pas tant que ça. C'est vraiment un gros problème là, dans le film aujourd'hui, que ce film-là, si mettons en plus, il y a eu un Oscar pour l'édition le troisième film. Puis là, le film, je comprends qu'il va être différent de l'univers là, de Matt Damon, mais en même temps, pourquoi changer tant le ton? C'était toujours le côté qu'on se sentait, qui est tout le temps le côté d'urgence. C'est ça qu'il faisait dans les 3 premiers films. Pourquoi juste être tout étendu, puis juste rallonger toutes les scènes? Puis comme je répète, c'est pas que je ne trouve pas les scènes intéressantes. Les scènes sont intéressantes, mais j'ai l'impression que je suis dans un assembly cut, puis qu'il manque un peu de coupure. Il y a des fois que c'est plus organique peut-être aussi là, dans le montage, le monde ils prennent comme leur temps, mais sans sentir qu'il y a des scènes qui n'ont pas rapport là. Je sens qu'il y a une manière de monter ce film-là, puis couper. Puis des fois, on peut juste savoir, là, à quelque part, la CIA qui vont fouiller sur des caméras, puis éventuellement, qui tournent en rond pendant quelques minutes, puis éventuellement, qui vont voir que Rachel Weisz à l'écran. Ils se disent, bon, OK, elle est là, si mettons elle est là, l'autre est là, puis tout ça, mais on est capable de tout déduire ça par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir chaque bouton qui pèse sur leur ordinateur, puis tout le montage était vraiment sublime dans les derniers films. C'était essoufflant un peu, mais c'est ça la franchise Bourne, on est toujours essoufflé en écoutant les films, puis là, on fait juste comme un... je sais pas, si les gens ils se plaignaient dans les derniers films que c'était trop essoufflant, là, on fait carrément un 180, puis on part dans une autre direction. Puis c'est au détriment, quelque part. C'est ce que c'est, la franchise, elle est, qu'est-ce qu'elle est. Le dernier film a fait 444 millions globalement, puis... C'est comme... C'était pas une mauvaise affaire, puis il était comme prôné comme étant le meilleur de la trilogie. C'était pas une mauvaise affaire. Les critiques étaient en arrière du film. Pourquoi partir dans une autre direction? Oui, on veut faire un spin-off, mais on veut rester dans la même veine. Si on voulait pas faire, je veux dire, vraiment de s'écarter, aussi bien changer le nom, puis je veux dire, vraiment peut-être, ça s'appelle en français la peur dans la peau, l'héritage de Bourne. Ça aurait dû s'appeler carrément quelque chose d'autre de différent. C'est quelque chose comme des Aaron Cross Identity. L'héritage de Jason Bourne, quelque chose de même, mais que ça soit pas qu'il n'y ait pas Bourne dans le titre ou que ça soit plus dans le sous-titre, quelque chose de même.
dans ce style-là, tu sais, mettons, pour vraiment se démarquer, mais le marketing est fait comme qu'on veut être dans l'univers de Bourne. Le premier 30 minutes du film se force pour nous rentrer qu'on est vraiment dans l'univers de Jason Bourne, mais pourtant, le feeling n'est pas le film de Jason Bourne. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. On a le cinématographe, c'est pas le même. On avait Oliver Woods là, des 3 derniers films. Puis là, on a Robert Elsouth. Lui, en bout de ligne, il y a beaucoup de films que j'ai couverts de lui. Puis même, il a été oscarisé là, pour le film de There Will Be Blood, que j'ai pas vu, mais j'ai vu beaucoup de ses œuvres. Il y a beaucoup de films que j'ai même couverts au podcast qu'il a fait. Là, je me trompe pas, je pense qu'il a fait des Star Wars. Il a fait une couple dans le fond là, de films là, qui sont reliés avec Tony Gilroy. Mais c'est ça, à quelque part. Le côté visuel, j'ai pas de problème par contre. Je veux dire, le visuel, tout est beau. Tout ce qui est apporté à l'écran, je suis intrigué pareil, mais c'est le ton que j'ai pas l'impression que je suis dans le même univers, puis qu'il est totalement différent. J'ai rien contre les acteurs, tout ça. Même Edward Norton, j'ai pas de problème avec lui. C'est quasiment la seule fois, en tout cas, c'est la première fois, je pense, au podcast que j'ai rien à dire contre Edward Norton, sauf que même Edward Norton, il est tellement mélangé avec tous les autres acteurs, avec Stacy Keach, puis tous les 7-8 autres dirigeants de la CIA qui sont avec lui tout le long, il est juste tout au travers de ça, puis dans le fond, il est une non-entité au travers de ça, puis il n'y a comme même pas de résolution vraiment avec son personnage rendu au fin du film. Je vois à peine en parler aujourd'hui. On va comprendre qu'il est dans le passé de Aaron Cross à quelque part. Je crois qu'ils l'ont gardé dans le fond pour la suite. D'après moi, c'est là où on voulait peut-être s'en aller éventuellement, mais il est une non-entité dans le film aujourd'hui. Il est juste là pour remplacer David Strathairn ou John Allen dans l'autre film précédent. Ou, il est là pour ça, mais c'est tout. Puis en même temps, il fait pas bien une bonne job parce qu'en bout de ligne, il est tout enterré par tout le monde alentour de lui. On a aussi le personnage là, de Rachel Weisz là, qui fait Martha Shearing, qui était Madame Bond, dans le fond. Là, je ne sais pas si elle est encore mariée avec Daniel Craig, là, de James Bond. Réalisateur trouve ça drôle, pareil, que James Bond était sur le set de Bourne pendant le tournage. Mais c'est ça, elle, son personnage, j'ai rien à dire contre elle aussi. Est-ce qu'elle est forcée un peu dans l'histoire? Je dirais peut-être que oui. C'est, le personnage là, d'Aaron Cross connaît pas. Ils sont vus, on le voit, là, qui ont des. Il y a des prises de sang elle va prendre des prises de sang, puis tout ça, à quelque part, mais ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Jusqu'à temps qu'ils arrivent, qu'ils nous fassent un Julia Stiles, puis qu'ils disent qu'en bout de ligne, ils se sont connus avant les expériences, des affaires de même, là, peut-être, là, je sais pas. Mais c'est ça, tu sais. Elle travaille dans son laboratoire, puis on va comprendre que dans le fond, c'est les pilules bleues puis les pilules vertes qui sont construites là, et que dans le fond, ils sont en train de regarder les résultats, puis tu sais, en bout de ligne, elle se met un peu des œillères, là, on va comprendre un peu plus tard là, dans le film que elle est à part que comme Aaron Cross, lui, il part, puis après ça, il revient. Il va même lui poser la question plus tard, qu'est-ce que tu penses qu'on fait comme travail? Puis elle se dit, je sais pas, j'ai des. Je pense qu'elle me dit même pas qu'elle a des doutes, des affaires de même, elle se met vraiment des œillères dans tout ça, mais tu sais, à quelque part, c'est comme des cobayes, ok, mais à quelque part, bon, ils ont probablement plusieurs expériences aussi qui font. Peut-être ou peut-être pas, là, je sais pas. C'est un laboratoire là, d'expérience, puis ils doivent pas juste travailler sur un projet. Peut-être, ça se peut aussi. C'est un film, c'est sûr qu'ils travaillent juste sur un projet, là, mais dans la réalité, est-ce qu'ils travailleraient juste sur un projet? Je pense qu'ils feraient plusieurs affaires aussi en même temps. Là. Fait que, c'est comme donner un peu peut-être la chance aux coureurs, là. Mais j'ai pas de problème avec Rachel Weisz, je l'aime bien là, dans La Momie, puis plusieurs choses que je l'ai vu dedans. Je l'ai pas vu dans grand-chose à part La Momie, mais peut-être d'autres choses, mais j'ai pas de problème avec elle. Éventuellement, je vais la couvrir là, dans Black Widow, le film de Black Widow, justement, dans quelque chose.
je sais pas, dans 2 ans peut-être, là, mais c'est ça. J'ai quand même hâte de la revoir, mais en même temps, elle me dérange pas, mais je suis pas comme genre, ben Rachel Weisz est là aujourd'hui. Il y a vraiment pas de... c'est assez neutre, là. La comparer, mettons, avec Franco Potente, ben, je pense que j'aimais vraiment clairement plus Franco Potente dans le premier film. Ça, je mets ça tout de suite sur la table. Il n'y a pas de comparaison, mettons. Mais c'est ça. Quelque part, ça va peut-être le côté qu'on va forcer. Je trouve qu'il y a une scène un petit peu étrange. Il y a beaucoup de flashbacks dans ce film-là. Puis il y a une scène où Aaron Cross se fait retirer là, du sang, là, quelque part, fait une prise de sang avec lui, puis il va y lancer un commentaire là, qui est à son goût, les affaires de même. C'est-tu un peu mal placé ou pas? Je veux dire, est-ce que ça va avoir donné quelque chose que finalement on voit pas, puis qu'éventuellement là, dans Legacy 2, on va appeler ça de même, là, mettons la suite à Legacy. Là. Si maintenant je peux parler d'un futur, quelque chose de même, je veux dire Legacy 2, ça va être plus simple. Mais c'est ça, à quelque part, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose par la suite, puis à force de sa pilule, quelque chose de même, c'est... parce qu'il y a un bout, je pense, ça avait posé des questions, est-ce que tu te rappelles de ton passé, des affaires de même, puis, je crois que... À la surface, je crois que tout est correct. En bout de ligne, il y a toute sa tête. Puis, on fait pas une question d'identité avec le personnage d'Aaron Cross, mais ils se sont donné des portes ouvertes. C'est plus dans ce sens-là que des fois, ils pourraient essayer de remplir des trous, éventuellement, quand on va avoir un Legacy 2 ou un Legacy 3, si, mettons, on en fait une trilogie. Aussi, juste pour conclure, dans toute l'introduction, en bout de ligne, on a James Newton Howard qui va remplacer John Powell dans la trame sonore. La trame sonore, est correct, est fonctionnelle toujours pour l'univers là, de Bourne. La trame sonore aujourd'hui de Newton Howard est-tu meilleure que ce qu'on a vu avec Powell? Comme j'ai parlé au podcast, elle est très efficace, la musique de Powell. Est-ce qu'on aurait dû juste refaire un peu la musique de Powell? On a essayé de demander à Powell, voir si, mettons, lui, il allait vouloir revenir. Finalement, il était occupé trop là, avec tel autre projet, là, je sais pas lequel, mais James Newton Howard était disponible. Peut-être, si je me rappelle bien, c'était le collaborateur avec Hans Zimmer là, pour la trilogie là, de Dark Knight, et il n'était pas là pour le film de cette année-là là, avec The Dark Knight Rises. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'il n'était pas là sur Dark Knight Rises, mais tu sais, honnêtement, la trame sonore aujourd'hui est très... Je pense que dans les 4 trames sonores, c'est la trame la plus vraiment drabe. Puis c'est ça qui fait juste me revenir tout le temps. En tout cas, dans tout le premier acte, c'est drabe. C'est pas mauvais, c'est pas excitant, c'est pas plate, mais c'est très neutre. C'est comme on dirait qu'il n'y a rien pour... Ils savent pas, c'est comme tout un peu un mélange d'idées. Ils essaient, on dirait, de se rétracter sur le dernier film pour essayer d'inculper Pamela Landy. Puis, tu sais, quelque part, il a réintroduit encore des dirigeants de la CIA. Puis là, il nous a introduit des pilules au travers de ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'est comme... Totalement, là, on part un peu là, de... Il y a beaucoup d'informations qui veulent dire très peu de choses. Il y a ça, ce que je veux remarquer, ça, en bout de ligne. Des choses qui auraient pu être plus simples. À quelque part, on sait pas c'est quoi les pilules. On sait qu'il y a de l'air est accro. Est-ce qu'il y a un problème de dépendance, cette affaire de même? C'est ça qu'on peut se demander. Éventuellement, on peut comme un peu se douter qu'il y a besoin de ça ou qu'est-ce que ça va faire. On a vu un peu le personnage là, de Aaron Cross pouvoir sauter là, entre 2 montagnes, peut-être qui est un petit peu qui a été augmenté ou quelque chose de même, là, mais bon. Mais c'est tout, quelque part, là. C'est juste drame. C'est ce qui me passe dans la tête là, pour la générale, puis la musique de Newton Howard, ben c'est ça qu'elle fait, elle a rien qui ressort. Ça tombe vraiment fort, la neige. Ça empire. Ah ouais? Bah peut-être que je devrais partir tout de suite, hein? Non, il est trop tard maintenant. Reste ici. J'ai besoin d'aide pour remettre la cabane en ordre en plus. Je vais jeter un coup d'œil. T'entends ça? T'attends quelque chose? Par ce temps-là, sans avoir reçu d'avis?
Ben en tout cas, ça se rapproche. Écoute, je pars en éclaireur. Fais-le-moi savoir si tu découvres ce que c'est, d'accord? Ouais. Bon, on arrive au moment où ce que ça doit peut-être bouger ou peut-être pas. Je veux dire, côté visuel, peut-être qu'il y a quelque chose qui va de l'avant, mettons, vers l'histoire. Puis, tu sais, je veux pas sonner non plus négatif. J'ai l'impression, là, avec les dernières minutes, que j'ai l'impression d'embrasser le côté... que je regarde le film les bras croisés. Là. Je vais marteler pareil l'idée que je reste intrigué par qu'est-ce que je vois. Je veux dire, les acteurs, puis quand même ce qui se passe me garde dans l'histoire. Je suis pas détaché. Ça, je veux juste mettre ça quand même assez clair. Là. Je suis là comme l'idée ouverte. Matt Damon est là. Ça me dérange pas. Ça, je vais le dire. À chaque fois que j'ai vu le film, je savais que Matt Damon ne revenait pas et que finalement on en repart une nouvelle histoire. Tout ça, je veux juste que ça soit très clair. Fait que pas Treadstone, mais la CIA, eux autres arrivent. Puis, c'est tout lancé pas mal là, par le personnage de Norton. C'est pas mal le seul bout où ce qui va être pas mal peut-être plus proactif là, sur le côté de l'histoire, qui va faire quelque chose au lieu de juste être en train là, d'argumenter. Il va argumenter avec plusieurs généraux, plusieurs départements. Qu'en bout de ligne, on va abolir le projet Outcome qui, c'est ça. Le projet Outcome, c'est quoi exactement? Là? Le côté de Timeline, ils ont essayé Treadstone, ça n'a pas marché. On a enterré Treadstone, on a créé Blackbriar. D'après moi, on a lancé plusieurs projets. Il y a tellement de bureaucratie au début du film, puis essayer là, de juste enterrer le Treadstone. Là, ça vient un petit peu là, du champ gauche qu'il y a le Outcome, mais c'est une possibilité aussi. Ils ont dit, on va essayer le côté Blackbriar, qui est vraiment juste comme un rebranding, qu'on peut dire, là, de Treadstone. Mais Outcome est un autre projet aussi de super soldats. En tout cas, c'est deux idées similaires, mais différentes pareil. Deux différentes approches. Puis c'est correct à quelque part, tu essaies plusieurs affaires, puis ceux-là qui sont le plus le plus qui réussit le plus, mettons, c'est ceux-là qui continuent puis qui continuent à évoluer dessus, mais pas juste rester sur une idée à la fois, c'est de faire plusieurs idées en même temps. Ok, ça j'ai pas vraiment de problème avec ça, même si ça vient du champ gauche. Mais c'est ça. Fait que finalement, on choisit à cause que toute l'histoire de Bourne, que ça a descendu puis ça a fait un côté médiatique, tout ça, on essaie là, de comme tout à recacher ça, puis essayer de tout faire effondrer ça. On décide qu'on tue tous les candidats. Bon, ok, c'est beau. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, puis qu'après ça, ils décident qu'ils vont enterrer ça. Ils vont tuer tous les candidats en bout de ligne. Là, on va voir qu'ils ont changé la pilule verte et bleue pour une pilule jaune. Puis après ça, c'est ça, c'est terminé pour eux autres. On va retrouver là, les 3 personnes qu'on a suivies. Qui ont pris la pilule jaune, qui éventuellement sont retrouvés morts ou qui vont mourir sur place. Là. Là-dedans, par contre, ils vont s'arranger pour isoler notre personnage de Aaron Cross avec Oscar Isaac, que les autres sont toujours pognés là, en Alaska. Là, en bout de ligne, ils vont envoyer un missile puis avec un drone, puis en bout de ligne, en supposant que les personnages allaient être morts, mais en même temps, je veux juste noter que le personnage là, de Oscar Isaac, on ne voit jamais son cadavre. Il n'y a pas de... est-ce que le missile est arrivé directement sur lui et qu'il est complètement pulvérisé? C'est une possibilité aussi. Mais en même temps, on voit que la cabane explose, mais on ne voit jamais le corps d'Oscar Isaac. Fait que c'est une porte pour le deuxième film. Moi, j'ai l'impression que Isaac serait revenu dans Legacy 2. C'est comme... J'ai aucune idée, là, mais... Je trouve qu'on a une porte ouverte. On voit pas de cadavre, c'est un film d'action. C'est sûr qu'il va revenir. Avec ou contre Cross, ça c'est une autre affaire. Mais
je suis certain qu'il serait revenu. Surtout, mettons qu'on aurait été 2-3 ans plus tard, puis dans le fond, sachant que Oscar Isaac allait jouer là, dans Star Wars, je pense qu'on aurait probablement misé là-dessus. On s'aurait dit, on l'a eu comme au début, puis à quelque part, il devient gros tout d'un coup assez rapidement. Fait que peut-être qu'on aurait capitalisé un peu là-dessus, mais bon, on saura jamais le fond de l'histoire là-dessus. Éventuellement, la cabane, elle s'est fait exploser, puis éventuellement, Cross, il va réussir à se sauver de là. Il va étudier les loups. Il y a comme lui, il sait qu'il y a, dans le fond, qu'il y a quelque chose, là, dans le fond, pour le retracer. C'est probablement un peu en côté de transparence. Je me dis, bon, est-ce qu'il devait savoir qu'il était suivi ou pas? Ou sinon, que ça a été mis à son insu ou pas. Lui, il le sait. Tout simplement, il y a des films que des fois, ils ne savent pas qu'ils ont un implant sur eux autres pour se faire replacer ou retracer, mais lui, il le sait. Puis évidemment, il sait aussi comment bloquer le signal. Fait que, c'est comme... au début, je pense qu'il essaie de nous montrer que Cross est plus intelligent que la plupart des autres aussi, mais en même temps, ils sont tous dans le même projet. Fait que... Je sais pas, à quelque part, là, c'est comme toute l'histoire des pilules, pourquoi il essayait d'en avoir du surplus ou pas. Il est peut-être survivaliste ou pas. Là. En tout cas, c'est encore une fois, là, c'est une question là, d'histoire qu'on peut se poser. On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il sait tout ça? Puis en bout de ligne, ça fait partie de son entraînement, des affaires de même. Mais bon, à quelque part, il sait. Il sait qu'il y a un tracker sur lui, puis qu'en bout de ligne, mettons qu'il doit être secouru, que le CIA peut le trouver. On va y aller pour ça, cette idée-là. Éventuellement, c'est ça. Il va réussir à laisser le signal sur un des loups qui l'attaque depuis le début. J'imagine que le loup aussi, il est pulvérisé, même si on voit pas son cadavre. Lui, je suis pas mal sûr que quelque part, c'est fini pour le loup. Là, on ne le reverra pas dans Legacy 2 ou peut-être à la finale de Legacy 3. Si on a une trilogie, je vais plus miser là-dessus. Là. La fête de Legacy 3 avec Isaac qui revient. Mais sinon, il va se sauver de là, puis ça va pas mal finir là. Éventuellement, il va se pogner un avion, puis je sais pas, il va déduire qu'à cause que peut-être que le drone qu'il a envoyé avec Isaac, dans le fond, il a envoyé comme des pilules dans le drone, puis puisque c'est un drone qui les a attaqués, il va déduire que c'est la CIA qui les a, qui ont décidé que c'était terminé pour eux autres. Il pourrait y avoir d'autres départements ou d'autres personnes qui ont des drones aussi, qui ont décidé de les attaquer, mais il est très peu probable. Ils mettent ça très clair, qu'ils sont très isolés, puis qu'il y a à peu près personne qui peut savoir qu'ils sont là, puis qui, à quelque part, dans un autre pays ou n'importe qui d'autre, essaierait de dire, on envoie un missile, puis qui a un missile de toute façon à envoyer dans une cabane de le port pour 2 personnes qui sont relativement personnes. Là, en bout de ligne, là, pourquoi perdre toutes ces ressources-là pour rien? Fait que par déduction, il peut comprendre qu'il a été ciblé là, pour se faire terminer. Fait que là, c'est un petit peu le bout où il faut sauter un petit peu des étapes de logique. Là. C'est comment que lui, pourquoi qu'il va s'en prendre d'aller trouver le personnage de Martha Searing. OK, je crois qu'il va voir qu'il y a eu une attaque là, dans le laboratoire. Parce que là, au laboratoire, en même temps, on voit qu'il y a un personnage, là, le docteur Foyt, que lui, il était tout bien gentil au tout début. Je pense qu'il s'en allait voir un match de baseball, des affaires de même, mais qui a comme un déclic éventuellement, puis qui va tuer tout le monde dans le laboratoire. Une bonne partie. Dans le commentaire audio, le réalisateur va dire que, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'ils ont essayé de filmer avec toutes les personnes dans le laboratoire. Là. C'est toutes des figurants, dans le fond. Là. Mais cette scène-là ne marchait pas. Ça n'allait pas avec les figurants, là, à quelque part. C'était un chaos, dans le fond. Fait que juste le lendemain, il est revenu puis il a dit on refilme toute la scène, on va juste comme tout réécrire la scène, puis en dedans de 4 heures, ils ont refilmé tout au complet, puis c'était beaucoup plus convaincant.
c'est sûr, je vais avoir beaucoup de questionnements sur cette scène-là. OK, ben pourquoi il n'a pas tué tout le monde? Mais c'est ça. Je crois que c'est ça. En bout de ligne, les figurants n'étaient pas assez compétents. Je ne sais pas exactement. Mais en même temps, je vais me poser la question, la sécurité qui arrive, qui n'ont pas les clés pour rentrer à des endroits, tu sais. Bon, ok, c'est beau, ils peuvent pas. Peut-être qu'ils veulent pas donner des clés à tout le monde pour qu'ils puissent avoir accès à tout du matériel confidentiel, des affaires de même. Ça, je peux comprendre, mais les personnes qui sont de la sécurité, qui sont là pour ça, qui sont armées en plus, ils n'ont pas de clés sur eux autres pour pouvoir avoir accès partout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a un non-sens total dans tout ça. Je comprends qu'il va nous faire du suspense, parce que là, c'est comme la première fusillade qu'on a. Là. En bout de ligne, là, c'est là où on se ressent un petit peu dans un film de Bourne à un certain égard, avec la fusillade, mais en bout de ligne, qui comme dure, c'est comme ça termine pas. Mais encore là, c'est pas que je suis pas intrigué, c'est juste que je me dis ça finit pas. C'est comme on tue un des préposés, je veux pas un préposé là, mais tu sais une des personnes, après ça on tue un autre à côté, puis on tue une autre personne qui réussit à se sauver, qui réussit à courir un peu plus loin que l'autre, tout ça, c'est comme il y a un problème dans le montage. Il y a quelque chose qui marche pas, puis qui fait que comme j'ai dit, c'est très important que je veux que ça soit très clair. Je suis pas désintéressé. C'est juste que je vois que les scènes sont juste longues. C'est tout. J'ai l'impression d'écouter un film pour la télé, parce que les autres, ils ont généralement la tendance de laisser justement ces genres de scènes-là élaborées, au lieu de juste être bien coupé. Puis surtout qu'on sait que là, dans la franchise Bond, ça coupe tout le temps. Puis toutes les séquences, la moyenne de coupure, là, je pense que c'était genre 2 secondes en moyenne là, qu'on gardait un plan dans les derniers films. Puis celui-là, ben, c'est à peu près la moyenne, c'est quoi? C'est 10 secondes, puis c'est énorme. Là. Je ne l'ai pas timé, là, mais il y a vraiment, je veux dire, on a le temps de voir des plans, on a le temps de vraiment, comme il n'y a jamais de côté d'urgence. Fait qu'éventuellement, la sécurité va réussir à rentrer là, dans le laboratoire et finalement descendre le docteur Foyt. Ou non, lui va s'enlever la vie. Là. Fait qu'elle va descendre à la maison, va être interrogée là, par tout le monde en sortant de là, mais en bout de ligne, ben, on va renvoyer une équipe spéciale de la CIA pour l'interroger, pour être sûr qu'elle a parlé à personne par la suite de ça. Martha, elle veut partir du pays, elle veut lui prendre des vacances, elle veut aller je veux dire, juste se vider la tête, elle est en train de carrément perdre la tête, là, surtout que quelqu'un, dans le fond, qu'elle avait parlé, là, que tout allait bien, là, et du jour au lendemain devient assassin, puis tout le monde là, sent... c'est comme, il a mis ça par-dessus. C'est comme, je sais pas si, maintenant il faisait partie d'un autre programme, il est comme activé, il y a quelque chose, une mémoire cachée dans sa tête, que tout d'un coup, ils ont pesé sur un piton, puis ils ont dit t'es activé, puis maintenant tu fais juste tuer, mais il y a un petit manque là-dedans. C'est tout simplement, puis c'est jamais répondu. Je comprends peut-être qu'on nous laisse ça pour Legacy 2, mais j'ai l'impression que, je le dis en blague un peu tout le temps, Legacy 2, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont laissées pour que Legacy 2 va répondre. C'est vraiment tout le temps ma question. Je me dis, bon, ben on nous laisse une porte ouverte, ça va être le prochain film qui va répondre. Fait que, éventuellement, pendant qu'elle est interrogée, ben, ce qu'on peut comprendre, puis un interrogatoire qu'on va poser 40 fois la même question, as-tu parlé à quelqu'un d'autre, tout ça, puis dans le fond, pendant qu'il y a un autre agent qui se promène dans la maison pour trouver que Martha, elle avait un fusil qui était dans sa maison, puis que, je veux dire, qui était caché quelque part, mais que ils vont se servir de ce revolver-là pour essayer de simuler un suicide de sa part, mais à quelque part, on a vu d'autres films, ok? Je comprends que des fois, ça arrive que c'est exagéré, si mettons selon l'angle, des affaires de même, il y a des experts là-dedans qui arrivent, mais tu sais,
là, ils vont arriver, puis ils vont la forcer comme pour qu'elle se fasse sauter la tête. Mais en bout de ligne, ben, il va y avoir des signes de lacération, des signes qu'elle a forcés contre son gré. T'sais. Fait que, il n'y a pas de meilleure manière rendu là. Il aurait dû juste y faire sauter la tête, puis il donner le revolver carrément par la suite, pas essayer de la forcer, tout ça. C'est comme... Bon, je comprends qu'il étire la scène, mais on le sait, aussitôt qu'on voit la madame qui font les interrogations, on le sait très clairement que toute la CIA qui est là sur place sont là pour l'assassiner. C'est clair, il n'y a pas de doute, mais la scène elle dure encore 2-3 minutes, puis l'interrogation, ça continue. Honnêtement, c'est plus pénible, je pense, la deuxième fois qu'on écoute le film. La première fois, c'est quand on embarque tout ça, puis je parle juste de mes 2 fois que j'ai écouté le film, là, puis c'était moins pire parce que la deuxième fois, j'ai écouté le commentaire audio, là, mais c'est une fois qu'on a déjà vu le film par le passé, pareil. Ces scènes-là, ben, on se dit, bon, ben, pourquoi que qu'on se roule pas tout de suite au moment où ils vont y sauter la tête, là, on aurait pu faire ça avant, là. Éventuellement, ben, je pense qu'on a la meilleure scène de Bournesque en bout de ligne. Là, vraiment, on a une fusillade, une vraie fusillade, mais on est rendu à pas loin d'1 heure du film où ce que Aaron va sortir de nulle part. En bout de ligne, il a contourné tous les agents de la CIA qui étaient en dehors de la maison parce qu'eux autres, après ça, ils vont rentrer dans la maison. T'sais, on a une scène assez spectaculaire, puis c'est pas... La end-all be-all, mettons, là, de scène de Bourne, c'est pas comme tout, comme si on n'a jamais rien vu, mais il y a une scène qui est quand même assez pas pire, où ce qu'on va voir Aaron Cross monter sur le bord de la maison, puis qui va rentrer par une fenêtre pour finalement tuer quelqu'un qui est genre au premier étage, comme dans la maison centrale, là, il y a comme ce qu'on peut voir par en bas. Là. Tout ça était fait à l'informatique, par contre. La maison est pas aussi haute que ça, là, la manière qu'ils ont filmé, mais je pense que c'est un set d'une recréation d'une maison qu'ils ont déjà visité, mais il y a un bout où ce qu'on voit là, qu'il a l'air d'avoir 4 étages, là, mais dans le fond, il y a juste un étage, là, puis ça a été construit à l'informatique pour le restant. Là. Mais j'aime quand même le plan puis le côté de tout ça. Là. Je veux dire, je trouve que c'était bien monté, c'était une belle mise en scène. Fait que eux autres vont partir ensemble éventuellement. Ils savent qu'ils sont qu'en bout de ligne, ils sont marqués là, pour se faire éliminer. Fait qu'on va voir ben, comment est-ce que Aaron Cross s'est ramassé avec elle. Là, pourquoi que lui il a ciblé elle? Oui, là je reviens un petit peu à ce que je parlais là, il y a 5 minutes de ça. Ou ce que me semble qu'il voit un article de journal là, qu'il y a eu une fusillade, des affaires de même, puis qu'il se dit bon, mais quelque part, il n'est pas marqué son adresse à elle, c'est confidentiel, ils se sont jamais parlé, puis c'est peut-être même pas son nom. Ben, elle a peut-être un name tag, je sais pas remarqué, là. Mais comment il fait pour se ramasser chez elle? Comment il fait? Ok, bon, ben là, on va dire, bon, ben, il est expert là-dedans, il est supposé de savoir tout ça, puis en tout cas, je veux dire, il est capable de s'informer, il est à son goût, puis je sais pas, il a fouillé dans un dossier, il s'est dit, bon, ben, juste savoir c'est qui, juste pour le fun, pour avoir un nom, là, je sais pas trop, là, je m'en vais un petit peu là, dans le côté là, qui est un petit peu un côté dérangé, là, mais bon, c'est peut-être juste le côté là, de savoir qui est là, puis c'est-tu quelqu'un qui est capable de faire confiance, qui va y faire des prises de sang. En tout cas, je vais y aller dans le côté aussi là, le transparent de côté. Qui se protège aussi. C'est une possibilité, mais quelque part de savoir où est-ce qu'elle habite, tout ça, puis qu'il l'a mémorisé, tout ça, bon, il y a peut-être une mémoire visuelle. Dans le fond, il se rappelle tout ça tout de suite, là. C'est une possibilité aussi. Mais bon, c'est comme... Je trouve qu'il y a un peu de possibilité, un peu peut-être ça, mais peut-être ça aussi, mais tu sais, c'est pas concret, puis ça n'a pas de sens. Puis il est comme genre caché dans un armoire, quelque chose de même, là. Tu sais, je sais pas. Mais peut-être que justement, ce qu'on va apprendre dans Legacy 2, c'est qu'éventuellement, il y a une histoire comme Julia Stiles, que finalement, ben, ils se sont connus dans un autre temps, puis qu'elle, dans le fond, on sait que elle avait une relation avec quelqu'un, là, il y a des photos, là, c'est pas Jeremy Renner, mais
que peut-être que c'était lui avant. Il y a une possibilité de ça aussi. Là, puis peut-être que finalement, c'était pas sa maison à elle, c'était la maison à lui que lui il laissait. Puis en tout cas, je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais je trouve que ça vient de nulle part, que finalement, à cause qu'ils se sont entrevus une fois de temps en temps. Mais c'est comme je me dis, pauvres eux autres, si mettons, ils doivent arriver puis de faire des prises de sang à des hommes très machos, qu'eux autres, ils vont lancer, à cause qu'il y a une fille dans le laboratoire, qui vont lancer tout le temps des commentaires. C'est certain que Aaron Cross a lancé un commentaire pour lui dire qu'il a trouvé à son goût, mais que probablement que le gros bras avant lui, il a probablement peut-être lancé un autre commentaire aussi, ou comme que telle autre personne aussi a probablement lancé aussi d'autres commentaires. Puis que, mettons, qu'eux autres, il y en a un qui est un petit peu plus dérangé, puis surtout que, mettons, qui s'enfle la tête à dire qu'il a les super capacités à évoluer, des affaires de même. En plus, le gros bras arrive, puis il a l'air d'avoir un bateau, tout ça. Il dit, je sais où est-ce qu'elle habite, puis elle est à mon goût, tout ça. Tu sais, je vais loin, là, mais comment qu'il a fait pour savoir où est-ce qu'elle habite? Ça fait 3 minutes que je parle de ça, mais je ne comprends pas, puis c'est un moment crucial dans le film d'essayer de comprendre pourquoi que ces deux personnages-là se mettent ensemble. Mais il n'y a pas d'explication. Éventuellement, ils vont partir sur la route puis ils vont commencer à expliquer. Puis là, c'est là, après 1h05, là, qu'on va comprendre vraiment c'est quoi les pilules vertes, les pilules bleues. Là, hein. Ils vont nous le dire là, concrètement, c'est qu'est-ce que ça fait, tout ça. Puis, bon, c'est des choses qu'on se doutait. Est-ce que c'est commence à être tard un peu pour le savoir? Honnêtement, je pense qu'on aurait dû le savoir beaucoup avant. Honnêtement, on aurait dû le savoir. Là, ça aurait dû être Oscar Isaac qui nous le dise au début. Là, les pilules pour nous augmenter un peu, pour nous donner une telle raison, tout ça. Il aurait dû nous mettre ça carrément. Là. Ça aurait été plus simple. Ça aurait déchiffré un petit peu. Ça aurait mis des bases tout de suite un peu pour le film, tout de suite en partant. Nous dire que, bon, on était un film de bourre, mais on était quelque chose d'un peu différent. Là, il va arriver à le questionner. Bon, ben là, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que là, je veux dire, il me reste très peu de pilules, puis il faut que j'en aie plus. Là, ils ont genre 32 heures à peu près pour réussir à aller trouver quelque chose d'autre, puis ils vont devoir partir aux Philippines. Tu sais, là, elle va expliquer qu'une des pilules, que finalement, c'est pas grave, pilule, tu l'as assimilée dans ton corps, tu n'as plus de besoin. Tu sais, dans le fond, c'est permanent, mais c'est juste l'autre. En bout de ligne, bon, tu n'as pas de besoin à 100%, mais sauf que là, ce qu'il va expliquer aussi, c'est que lui, il a passé comme le test de QI juste, mais avec la pilule, sinon, ben, éventuellement, il va perdre assez de QI, puis il a comme de besoin là, pour... dans le fond, pour avoir ses facultés. Là, fait que, bon, c'est ça. C'est correct à quelque part. Et là, l'histoire va virer beaucoup sur les pilules pour le prochain... la prochaine demi-heure. Mais la prochaine demi-heure, comme j'ai parlé tantôt, c'est juste un montage pour monter aux Philippines. C'est comme, on dirait que... J'ai comme l'impression qu'on dirait qu'on manque un acte. C'est en bout de ligne, mais sauf qu'il y a l'acte qui est manquant. Ben, c'est juste un montage pour expliquer qu'ils s'en vont aux Philippines. Là, ils vont arriver, ils vont faire le montage de passeport. Ce qu'on comprend, c'est qu'on va se ramasser chez un des repères là, de Aaron Cross, que lui, il y avait quelqu'un dans son passé là, qui s'appelle June Monroe, qui était probablement sa femme de l'époque. Mais tu sais, à quelque part, probablement qu'on aurait un peu cette histoire-là là, dans Legacy 2. Mais... il sauve des portes. Ça n'a pas de c'est trop évident. À quelque part, on se pose des questions. Mais sauf qu'il se rappelle de tout ça, puis éventuellement, c'est ça, on va savoir aussi qu'il s'appelait Kenneth J. Kitsum, qu'en bout de ligne, il est mort, qui était blessé dans une mission, puis qu'à quelque part, on l'a rapatrié, puis l'embarqué là, dans le projet Outcome. Mais je suis pas trop sûr. On avait les flashbacks là, qui étaient quelque chose comme en 2003 avec Edward Norton, où ce que les deux personnages s'étaient rencontrés. Mais est-ce qu'il y avait les pilules? Honnêtement, je n'ai pas tout à fait catché ça aussi. Là, si mettons, il était au courant là, si mettons, il était dans le programme à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il l'envoie, parce que c'est ça, dans ce temps-là, c'est comme un peu dangereux pour lui, mais si, mettons, il l'envoie,
pour aller dans le projet Outcome. Il n'est pas blessé encore. Est-ce qu'il a vraiment été blessé? C'est ça que je suis comme pas trop certain de ça, mais éventuellement, on voit qu'il a été blessé aussi. Puis, en tout cas, je veux dire, je veux pas virer dans le mauvais goût, je veux vraiment pas, là, je veux juste que ça soit très clair, là, mais on sait que Jeremy Renner a vraiment eu un accident là, qui est vraiment miraculé, là, mais on voit qu'il est quasiment... C'est parce que je veux dire, je trouve que l'acteur là, est miraculé aussi, là, mais je regarde les vidéos, là, puis dans le fond, on voit qu'il est comme sur le bord vraiment sur le bord là, qui est comme miraculé dans le film, mais dans la vraie vie, il était très similaire. Là, je veux dire, on regarde les photos, là, c'est flagrant. C'est comme si, mettons, ça présageait comment il allait avoir de l'air là, une fois que son accident allait arriver. Là, j'en ris jaune un petit peu, mais je veux dire, je vraiment, là, j'ai mon tout grand respect pour l'acteur de ce qui s'est passé avec lui. Qui a réussi à sortir de là. Puis aujourd'hui, là, regardez une vidéo de Jeremy Renner. Comment il a été défiguré par la suite de l'accident, puis comment il est revenu. On le voit pas. Puis, c'est vraiment spécial à quelque part là, que lui est passé au travers là, d'une souffleuse, quelque chose de même. Là. Je pense qu'il n'a pas passé dans une souffleuse, mais il a passé là, dans des lives, quelque chose de même. En tout cas, je veux dire, c'est vraiment affreux qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'il a réussi à survivre. Là, c'est vraiment là, vraiment spécial, mais c'était pas pour rire de lui, mais c'est juste qu'à quelque part, il y avait vraiment beaucoup de similitudes visuellement. Je voulais juste en faire mention, mais dans le tout grand des respects là, envers M. Renner. Et c'est ça, fait qu'éventuellement, ben c'est ça, ils vont s'aligner pour aller aux Philippines. Petite dernière note que j'ai dans les passeports, des fois, juste se demander pourquoi il doit brûler une partie du passeport. Ben dans le fond, là, c'est parce qu'il y a comme une chip, ça a l'air, là, dans le passeport, puis quelque part, ben c'est ça. Dans le fond, pour être sûr qu'il ne puisse pas reconnaître le passeport là, une fois qu'il transfère de pays, ben dans le fond, il fait comme brûler dans le passeport, puis qu'en bout de ligne, que ça paraît pas, puis qu'ils sont pas reconnus. Là. C'est vraiment pour ça, mais je me suis posé ça comme question, puis je tombais dans les notes pour le film, puis ça m'a répondu cette question-là, que je trouvais étrange. Mais est-ce qu'il y a trop de détails? C'est ça l'affaire, il y a trop de détails, puis c'est ça un petit peu ce que je dis depuis le début du film. Levez-vous et partez, tout de suite! Je te rappelle. Jack, Cathy, brouillez-vous, allez! Oui, madame. Oui, madame. Qui c'est, celui-là? Un agent de Outcome. Outcome 5. Ils sont pas morts? Je croyais qu'ils étaient morts. Oui, ils devraient être morts. Alors, qu'est-ce qu'il fout là? J'en sais rien. Il cherche sa médication. Quoi? C'est de là que viennent les pilules. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là? Et elle est là pour l'aider. Mais comment est-ce possible? Je sais pas comment. Et je m'en moque. Il est vivant, ils sont là. Comment, ça importe peu, pas vrai? La seule mission qui nous intéresse, c'est de terminer ça au plus vite. Est-ce que les médicaments qu'il cherche sont là? Seigneur, je sais... Terry... Non, y a rien là-bas. On n'a rien produit depuis 16 semaines. Et d'ailleurs, on n'entreposerait pas les pilules là-bas. C'est avant tout une cuisine. On a juste la recette et on en produit une fournée au besoin. Mais alors, qu'est-ce qu'il fabrique là? Les produits de base sont là. Elle va essayer de lui transmettre le virus. Alors, finalement, notre duo se ramasse aux Philippines. Éventuellement, après tout ce montage-là, Aaron il va se faire injecter là, le virus source, puis que finalement, ça va devenir comme partie de lui. Là, en bout de ligne, il va se faire comme c'est pas un sérum, là, mais un vaccin, tout simplement. Fait que oui, il va avoir éventuellement un peu là, de nausée et tout ça. Mais en tout cas, ça va passer un peu, là, mais pas directement tout de suite après. Il va falloir qu'il sorte de là. Il y a comme un superviseur aussi là, à l'endroit. Là. Ils vont filmer une usine. Dans le fond, c'est une usine à journaux. Là. Ils vont filmer où le New York Post. Là, en tout cas, ils ont filmé là. Puis pendant tout ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de rentrer sur place, on a la CIA qui est en train là, d'essayer de faire un rattrapage, de savoir où est-ce que notre duo est. Éventuellement, c'est ça. Ils vont réussir à savoir c'est où. Puis après ça, ils vont contacter la sécurité sur place. Puis finalement, notre duo va devoir sortir en urgence.
Puis là, genre quelque chose comme 30 minutes de la fin, c'est là qu'on va être introduit à notre dernier personnage du film, le personnage de Larks 43, qui est joué là, par Louis Osawa, que j'ai parlé quelques fois au podcast, là, tout un peu en relation avec la franchise Predator. Dans le fond, il a joué là, dans le film de Predators de 2008, puis c'est ça qui a donné le rôle pour le film d'aujourd'hui. Mais même récemment, là, le Killer of Killers, qui faisait dans le fond, là, c'est un animé, là, mais qui faisait les deux samouraïs, les deux frères, là, dans la deuxième partie là, du film. C'est lui qui va comme faire le Kirill, là, le personnage là, de... ce sera pas Kirill, là, mais le personnage qui va le poursuivre là, pour toute la partie du film, là, qu'est-ce qui va rester, qui va remplacer aussi le professeur ou Desh ou Paz là, du dernier film. Là. En tout cas, tu as tout, dans le fond, l'assassin principal. Je sais pas si c'est trop tard pour l'introduire dans le film. Initialement, selon le commentaire, qui devait être introduit un peu plus tôt dans le film, ils ont décidé de l'introduire à la toute fin. Ok, c'est pas. Je pense pas que c'est nécessaire de toute façon. C'est comme un assassin qui est engagé, qui est activé pour la fin. Fait que c'est pas important là, qu'on l'ait vraiment vu au début. Pas mal des films, les deux derniers films avaient fait ça. Là. Même le film original avec Clive Owen, là, il y a le professeur, on l'avait vu au début du film, puis après ça, il revient vers la fin du film. Puis pareil là, pour le personnage de Kirill dans le deuxième film, on le voit au début, puis on le revoit à la fin. Mais c'est comme, il n'y a pas vraiment d'histoire avec ce personnage-là, c'est juste des assassins en bout de ligne. Puis pareil pour Paz et Desh, là, en bout de ligne, sont juste activés. Puis c'est pareil pour lui. Puis honnêtement, c'est pas mal le même niveau que n'importe qui. Là, en bout de ligne, sont juste là, sont activés, ils n'ont pas vraiment de personnages, c'est juste des assassins. Puis on le sait, en bout de ligne, c'est la franchise. Il y a une bonne présence, tout ça. Puis j'ai vraiment absolument rien à dire. Il était égal aux autres. Sinon, en bout de ligne, ils vont juste comme partir. C'est comme, c'est vraiment bon. OK, on a Aaron a passé, c'est comme en guillemets, son addiction aux pilules, puis après ça, on doit avoir une poursuite finale pour finir le film. C'est vraiment qu'est-ce que ça sent. Il va se réveiller le lendemain, il était comme malade toute la nuit, puis là, il va se réveiller, il va raccrocher là, ses pilules. Je sais pas s'il y a un genre là, de thématique là, sur le côté là, de consommation, comme peut-être de garder ça, de passer au travers de ça. Là. Je sais pas si c'est ça. Là. Mais sinon, parce que j'en ai pas parlé là, dans les thématiques, là, mais en bout de ligne, pendant qu'il est en train de se préparer, la police arrive là, à l'extérieur là, de la bâtisse où ils ont passé la nuit. Là, je me dis, ça aurait été Matt Damon, Matt Damon serait rendu compte qu'il y aurait de la police alentour de lui, mais c'est un autre personnage, et Aaron Cross, il s'en rend pas compte, il n'y a pas un QI élevé, il y a un QI standard, peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est ça qu'il faut en dire, là, mais ça va être probablement le pire moment du film, le moment où ce que vraiment je fais quasiment une grimace quand je vois ça, où ce que on a le personnage de Rachel Weisz, qu'elle est en train là, d'aller chercher, je sais pas trop avec quoi exactement, là, être allée chercher de la nourriture, quelque chose de même, faire un peu d'exploration alentour, et qu'elle va revenir, elle va voir la police et qui est en train là, d'encercler là, l'endroit, puis que finalement elle va lancer un cri pour annoncer là, à Aaron Cross qu'il y a du monde là, qui sont là pour l'assiéger. Fait que, mais c'est probablement un des pires où ce qu'elle va se mettre à crier là, puis je veux dire l'avertir là, il y a quelque chose qui marche pas dans ce plan-là. Il aurait dû être coupé, il aurait dû être filmé d'un autre sens. Mais bon, ça fait quand même sa job pour dire que la poursuite est enclenchée. Ça fait penser beaucoup à Madrid dans le dernier film où ce que dans le fond c'est claustrophobe, on court un peu, il y a plein de monde, puis en bout de ligne Rachel Weisz, elle va se sauver, puis en bout de ligne, elle va se faire rattraper aussi par la police qui vont les courir après aussi. Il va y avoir comme une petite allée là, où ce que Cross va finalement la secourir. Éventuellement, les deux vont être réunis, puis dans le fond, ils vont se sauver là, du personnage là, de Larks. La poursuite en moto qui va arriver par la suite, c'est encore un peu... ça va rappeler là, le film de 2007, et où ce que Matt Damon est en moto, mais tu sais, c'était comme... Ça commençait la poursuite dans 2007, puis là, ça termine, mais tu sais, c'est comme pas mal très similaire à Madrid là, dans le film de 2007. C'est comme s'ils ont un petit peu perdu un peu là, de créativité. On fait juste refaire qu'est-ce que les autres films ont fait avant. Mais
en fait d'idée, je trouve que c'est ça, mais visuellement, je le vois pas tant. Ben, tu sais, je vois que ça ressemble beaucoup à Madrid. Ça me fait beaucoup penser à ça, mais je sens pas qu'on le fait c'est vraiment là, juste parce qu'on l'a fait. Là, c'est comme vraiment un drôle de sensation que j'ai envers ce film-là. Je sens pas qu'on se dit, ben ils l'ont fait, on va le faire. Je sens que c'est comme très honnête qu'est-ce qu'ils font comme final, mais c'est juste qu'ils savent pas quoi faire. C'est ce que je ressens. En même temps, je pense que Michael Clayton n'est pas vraiment un film d'action, fait que je sais pas si le réalisateur, oui, il a écrit ces films-là de Bourne, il a écrit les 3 films, même si son dernier film a été pas mal réécrit là, de son script, mais c'est pas quelqu'un qui réalise de l'action, là. C'est ça que je veux dire. Mais tu sais, l'action est bonne. Je peux pas dire que l'action est pas bonne, mais ça me fait juste penser à les autres films. C'est plus ça, puis qu'à quelque part, bon ben on a une poursuite de moto, puis je veux dire, on va se promener au travers là, de toutes des voitures. Il y a quand même beaucoup d'affaires qui sont écrites, mais encore une fois, je vais me répéter, c'est redondant ce que je dis, mais ça finit pas. C'est quelque part, c'est beau se promener là, dans des allées, de poursuivre, de passer entre des voitures, de passer là, sur des trottoirs, de passer. C'est comme, oui, il y a des petits moments qui sont quand même assez bien. Là, l'Arc qui arrive, qui va faire un tournant, puis qui va comme tomber en face d'un bus, puis qui va sauter par-dessus le bus pour tirer sur Aaron. Je veux dire, j'aime beaucoup ce moment-là, mais pour le restant, c'est pas qu'il y a des mauvais moments, c'est juste que il y a trop de moments. À quelque part, là, c'est comme, OK, on a compris, là, mais c'est coupez-le un peu, là, arrêtez-le 30 secondes avant. Là, pas besoin d'avoir une poursuite là, de 5 minutes, on comprend. Là, on a vu plusieurs, puis peut-être mieux fait là, dans les autres, là, mais sans rabaisser qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Je veux juste être bien clair. Là. Éventuellement, ben c'est ça, il y a une balle qui va toucher Aaron, puis lui, ben il va... je sais pas si c'est mortel, là, quelque part. On dirait qu'il se fait tirer dans la cuisse, mais il va comme tenir un peu son ventre aussi. Là. Fait que, tu sais, il est-tu mourant ou quelque chose de même? Éventuellement, il va pas mourir. Là. On n'aura pas vraiment l'idée est-ce qu'il va mourir ou pas, mais tu sais, il y a un petit peu de la misère à perdre de garder sa concentration. Le personnage là, de Larks, éventuellement, il va se ramasser, là, il va faire un accident, mais il va comme ça relever. C'est un petit peu ridicule rendu là aussi. C'est pour donner, je pense, un petit moment aussi à Rachel Weisz de faire quelque chose. Elle est assise en arrière là, de Cross, puis elle va enlever son casque pour finalement lui donner un coup fatal au personnage de Larks, puis que lui va rentrer dans une poutre, puis ça va être fini pour lui. Peut-être pas, là. Tu sais, dans ces univers-là, il pourra aussi bien se relever puis les tuer après ça. Mais au moins, il est mis d'état de nuire parce qu'ils ont le temps de prendre un bateau, là. Puis, en tout cas, je vais en parler là, dans 10 secondes. Mais la poursuite finit pas mal là, en bout de ligne. C'est comme ils veulent prendre un bateau pour partir, puis comme se réfugier. Puis c'est ça, en bout de ligne, pendant tout ce temps-là, Bayer puis tout ça, je veux dire, ils sont là pour essayer d'attraper Cross et Martha, mais en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, ils réussissent pas, puis ça reste comme en suspens. C'est tout simplement, là, c'est clair qu'on s'en va vers un 2, c'est comme, à place d'éliminer les personnages, ben on les a comme laissés en suspens. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe avec eux autres. C'est comme, ils n'ont pas eu la poursuite d'aujourd'hui, mais ils vont peut-être l'avoir demain. C'est un peu ça. Mais en parallèle, ben, on continue qu'est-ce qu'on a fait au début du film? On continue la fin de The Bourne Ultimatum, ou La Vengeance dans la peau. On a des caméos là, de Vasson, là, qui est joué par David Strathairn, là, que j'ai parlé la semaine passée, qui a fait des nouvelles scènes. Dans le fond, il va répondre à la finale de The Bourne Ultimatum, que dans le fond, les dossiers que Bourne a donnés à Pamela Landry à la fin du film, ben tout ça va se retourner contre elle, qu'en bout de ligne, elle va être inculpée. Là. Le film va pas mal finir là-dessus, qu'en bout de ligne, elle va avoir tout misé, puis en bout de ligne, ben, elle va se faire ramasser. C'est comme un peu plate de comme arriver dans ce sens-là qu'elle va se faire inculper, mais j'ai comme l'impression, la manière qu'ils ont installé ça, car il aurait pu le faire carrément au début du film, mais qu'ils vont le mettre ça à la toute fin. C'est comme juste dans le montage, il n'y a pas vraiment
de choses de plus, quelque part. Là, je veux dire, il n'y a pas de raison pour que ça soit là, mais ils le mettent là. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ouvrir une porte dans le Legacy 2, puis que ces personnages-là reviennent et que finalement on continue, puis que finalement il y a encore un peu là, pas pour mettre la vérité au grand jour, des affaires de même. D'après moi, on est en train de placer ça pour un Legacy 2 et de sortir ces affaires-là. Là. Je pense qu'on est en train de dire que peut-être qu'on va s'arranger pour que Joan Allen revienne, pour que David Strathairn revienne aussi là, dans le prochain film avec Wasson, tout ça. Je pense que c'est ça qu'on est en train de mettre en place, mais c'est ça. On n'aura pas de Legacy 2. Mais c'est ça. Mais je trouve ça plate de comme effacer la fin du dernier film. T'sais, mais c'est ça la conspiration en bout de ligne. C'est tout le temps ça. C'est quelque part, il y a quelqu'un d'autre, puis là, je veux dire, tu coupes une tête à quelque part, ben il y en a un autre qui ressort pour essayer d'enterrer les affaires, tout ça, puis c'est toujours ça, puis c'est comme une boucle sans fin. Mais c'est ça. On va voir s'il n'y a pas des traces de ça là, dans Jason Bourne la semaine prochaine. Fait que on va reprendre à la toute fin là, avec Aaron et Martha qui sont sur un bateau. Puis en bout de ligne, ils ont payé leur croisière avec une montre, la montre superviseur là, qu'ils ont trouvé tantôt. Là, en bout de ligne, c'est un plan que j'avais quand même aimé où que le superviseur l'a comme assommé, mais en même temps, pour comme cacher leur sortie là, de l'usine, ben il appelle comme la police, il dit il y a quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque. Puis en tout cas, j'ai bien aimé là, cette passe-là. Bourne serait probablement parti directement. Là, il l'aurait assommé puis il serait parti là, directement. Là, mais c'est ça. C'est des petites variations que j'aime quand même là, qu'Aaron Cross fait. Fait qu'ils sont à bateau en se disant qu'ils s'en vont peut-être à quelque part, mais en bout de ligne, c'est ça. Il laisse supposer qu'il va y avoir une romance entre les deux, qui vont être partis les deux ensemble et pour finalement une suite à quelque part, avoir des suites, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça, mais en même temps, on n'a pas de réponse vraiment d'où ils s'en vont. Là, à quelque part, ils s'en vont dans le soleil couchant jusqu'à temps qu'on va en avoir besoin là, dans la suite. Fait que bien sûr, pour terminer, on a Moby qui reprend encore du service, qui va refaire encore une troisième fois sa chanson là, de Extreme Ways pour l'adapter au film d'aujourd'hui. Ça, je trouve ça le fun aussi. Là, à quelque part, au moins, on ne réutilise pas. Ça paraît pas le côté de comme réutiliser. Je pense que je dis quelque chose totalement à l'inverse là, pour le dernier film. Je pense que j'ai dit qu'on devrait juste le remixer. OK, mais là, qui est revenu. Là, on est dans un spin-off. Je me dis, ça aurait peut-être dû être même un autre auteurs qui viennent faire une autre chanson ou même la même tune, mais en même temps ça reste que quand même tout et ça donne un thème d'uniformité avec toutes les 4 films là. Puis en tout cas mais ou sinon on aurait peut-être dû faire une autre chanson carrément là. Peut-être dans le catalogue de Moby ou carrément c'est ça. Je veux dire, il y a plusieurs options. C'était ça meilleur? Peut-être pas, ça je sais pas, mais c'était c'était un bon choix qu'ils ont fait, je pense, d'avoir refait la chanson pour celui-là, peut-être pas pour le dernier film là. Alors, en conclusion, le film, c'est... Je pense que je l'aime autant que le dernier film, mais pas pour les mêmes raisons. C'est quelque chose, c'est vert, jaune. C'est le problème, je l'ai dit tout le long du podcast, c'est ça l'étire. C'est comme... Mais c'est pas plate, mais c'est juste comme... Il y a des fois, je me sens juste comme ils ont oublié de faire un montage. C'est vraiment un assembly cut que j'ai vraiment l'impression de regarder. Je suis surpris de voir des scènes supprimées sur le Blu-ray. Je suis vraiment surpris. Mais c'est ça. L'action est bonne. Les acteurs, mis à part l'affreux plan là, de caméra là, du cri là, de Rachel Weisz là, que je déteste. Mis à part ça,
j'ai vraiment comme à rien, mais j'ai l'impression qu'il manque un acte. J'ai l'impression que si, mettons, on le couperait comme dans le sens du monde, le film durerait peut-être 25 minutes de moins, puis qu'on aurait l'impression qu'il manque quelque chose encore plus. Mais le temps ne fait pas un acte. Si, mettons, il se passe à rien pendant 20 minutes, il se passe à rien. Puis, tu sais, 20 minutes à du monde qui sont en train de juste faire un préparatif pour sauter de pays. Puis qu'en bout de ligne, il se passe rien au travers, on fait juste passer les douanes, puis des affaires de même. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Fait que c'est des affaires qui rabaissent beaucoup le film, mais je vois qu'il y a vraiment quelque chose de très solide dans le film, mais le montage. Je sais pas combien de fois au podcast, tu sais, on vient de dépasser le 600 épisodes du podcast. Puis, je sais pas combien de fois, ben, tu sais, peut-être, il y a à peu près une centaine d'épisodes de Star Trek là-dedans, mais dans tous les films, là, les 480 films que j'ai faits, combien de fois que je dis que le problème du film, c'est le montage du film? C'est pas que j'aime pas les films qui sont longs, mais c'est toujours une question de rythme. Puis, ce film-là, ben, il manque de rythme. Je m'emmerde pas. Je veux vraiment être clair avec ça. C'est pour ça que je tombe pas vraiment dans le jaune-rouge. C'est pour ça qu'il y a du jaune, mais en même temps, le film, il est drabe. Il est pas mauvais, mais il manque un peu de... il manque de punch un peu. La dernière demi-heure sauve le film. Il y a beaucoup de ça, parce que là, tout d'un coup, il y a une adrénaline, on se sent dans l'univers de Bourne. À une heure du film, quand Aaron va sauver Martha chez elle, j'adore la séquence, c'est la meilleure séquence du film, mais sinon, des fois, entre ces parties-là, ben, quand ils vont partir en voiture, tout de suite, à partir de là, j'adore la scène, tout ça, je me sens dans un film de Bourne, mais il manque de sentiment d'appartenance dans cet univers-là. C'est vraiment ça que je vais dire au final. Puis c'est ça, je pense que c'est... Le film a fait de l'argent ultimement. Il n'a pas été autant en succès là, que le dernier film, mais en fait d'argent, là, il a fait similairement qu'est-ce que le deuxième film avait fait là, 8 ans avant, là, en 2004. On parle là, que le film a coûté, mais il a coûté plus cher par contre là, que Bourne Supremacy. Il a coûté à peu près 50 millions de plus, mais il a fait quelques millions de moins. C'est sûr qu'on a 8 ans aussi là, d'ajustement de dollars, là, mais le film a fait quand même 276 millions. C'est quand même pas mal, mais comparativement à l'autre avant qui a fait 444 millions, fait que c'est quand même une drop, mais en même temps, c'est à envisager le fait que Matt Damon n'est pas là, puis c'est la star de la franchise. Fait que, tu sais, il y a des plus, il y a des moins, des affaires de même. Tu sais, on a travaillé pendant une couple d'années là, à essayer d'avoir une suite, avoir peut-être Matt Damon qui va se joindre à Aaron Cross. Je sais pas si, maintenant on pourrait vraiment avoir les deux têtes là, qui vont continuer la franchise. C'est sûr que Matt Damon, c'est la grosse tête de la franchise. Est-ce qu'il aurait vraiment accepté? Honnêtement, je pense qu'il ne veut rien savoir de partager la vedette avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça serait la meilleure manière d'avoir un 7e film, de fermer ça. Là. Mais bon, peut-être que ça va être une discussion qu'on devrait avoir la semaine prochaine. Mais pour le film d'aujourd'hui, ben c'est ça. Je veux dire, c'est un vert jaunâtre, là, pas mal un peu dans le même terrain là, que du dernier film. Mais ce que peut-être que j'aime mieux dans le film d'aujourd'hui, c'est que je ressens un peu un vent de fraîcheur. Et non, le problème dans le dernier film, c'était les deux premiers actes. C'est un peu ça aussi aujourd'hui, mais il y a comme un peu une stabilité, puis il y a quand même un vent de fraîcheur que, à quelque part, on essaie de faire quelque chose quand même. Là, on essaie de repartir une idée, puis de partir dans une nouvelle direction pareil. Là. Un petit peu maladroit, mais on essaie de le faire pareil. Là. Fait que vert jaunâtre. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on parle de la fin de la franchise. On va parler là, du dernier côté livre. On va parler là, de l'auteur Brian Freeman, que selon les critiques, on se ressent revirer là, dans l'univers de Robert Ludlum. Qu'est-ce que
que Eric Van Losbader avait perdu avec tous ces milliers de livres, là, ces 11 histoires qui ont suivi là, les histoires de Ludlum. On va en parler de ça. Comme j'ai dit, j'ai déjà lu le livre, fait que je vais vous parler vraiment de mes pensées là, de Brian Freeman et son univers là, de Jason Bourne. Puis bien sûr, on va parler du dernier film de Jason Bourne avec la série aussi de Treadstone de 2019 que j'ai pas vu. Puis je veux dire, je n'ai juste entendu parler. Elle a marché pour une saison. Je vais écouter la première épisode. Si j'ai le temps, je vais écouter la finale juste pour voir. Mais il n'y a pas de finale. Ça tient juste en... ça tient en suspens, puis la série a été cancellée. Fait que je vais probablement juste écouter le premier épisode tout simplement et vous parler de ça la semaine prochaine. Fait que, honnêtement, là, si on fait juste le bilan là, de tout ce que j'ai couvert là, pour finaliser ça au prochain podcast, là, il y a vraiment beaucoup d'affaires. Cet univers-là, quand on pense que la plupart savent qu'il y a juste 5 films, mais qu'est-ce qu'on a fait tout alentour de ça? On parle des livres, on parle de séries télé, on parle d'une mini-série qui était une adaptation originale du film de 90, le film de 88. Puis en 89, on avait le film, le nom officiel, là, j'ai perdu le nom là, de ce film-là, mais vous pouvez retourner là, dans le premier épisode que j'ai fait là, pour parler là, de ce film-là. Là. Puis même sur Facebook, là, j'ai mis le lien là, pour le film, là, juste à rechecker là, dans les archives là, sur Facebook. Mais entre-temps, c'est ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Bourne Legacy. C'est-tu un film... est-ce que j'ai raison un peu selon vous? Est-ce qu'on devrait peut-être juste redonner une chance à Legacy, faire un Ultimate Cut de Legacy, le ressortir, essayer de faire une suite avec Matt Damon, sortir carrément Legacy 2, une suite avec Legacy, tant qu'à avoir rien fait. Je sais que les droits ont été vendus, des affaires de même, là, mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer dans un futur. Je vais plus regarder tout ça là, pour le prochain épisode. Ça va être un épisode là, qui va comme culminer tout au complet. Est-ce que le film va être à la hauteur? Ça va être autre chose aussi. Mais moi, j'ai pas vu le film depuis le cinéma. Il y a probablement une raison pour ça. Mais des fois, un second regard, puis avec un peu que la poussière a redescendu, est-ce que j'aurais dû l'écouter depuis ce temps-là? C'est ce qu'on va parler au prochain épisode. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, essayez de ne pas m'oublier parce que vous êtes les seuls dont je me souviens. It's never gonna be over like this. We don't have a choice. Yes, you do. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. You can't run, not alone. You don't know how. You certainly can't hide, not from people like this. With the resources they have, you won't make a descent down. So what's that leave you? Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. How could I forget about you? You're the only person I know. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. You're never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. I fell off the grid. I was halfway around the world. There's no place that won't catch up to you. It's how every story ends. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. What if he's not coming for us?
What if it's something else? Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. What do I say? Hi there, I'm Jason Bourne. I know that's not my real name, but I don't happen to recall what my real name is. See, I lost my memory somewhere outside of Marseille. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. So what do you want with me? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. You remember now. I remember everything.